Marie-Delattre raconte. Cette histoire, la France la découvre le 17 août 1982. Le jour où à Brétigny-sur-Orge, dans la banlieue sud de Paris, des gens découvrent dans leur jardin, blotti, recroquevillé, un enfant, ou plutôt l'ombre d'un enfant, pâle, chétif, maladif. Je sortais de chez mes voisins et j'ai effectivement aperçu quelque chose de bleu, je pensais à un chiffon, quelque chose dans mon jardin. Alors nous sommes approchés avec ma voisine et puis on a vu que c'était un enfant. Alors il dormait apparemment avec ses deux petites mains qui sortaient de l'anorak, des mains brûlées, avec les doigts palmés jusque la première phalange, qui n'avait pas été soignée apparemment. Et alors il avait plein de cicatrices sur la figure. Mais quand il a été réveillé, il nous a raconté, je me suis sauvée de chez maman, maman a laissé le placard ouvert et j'ai pu sortir. Il le réveille doucement parce qu'il sent bien qu'il est fragile. Il s'appelle David. Il habite pas loin et pourtant ils ne l'ont jamais vu. Il dit d'une petite voix qu'il s'est enfui du placard de ses parents. Il vivait dans un placard, 1,50 m de large, sur 2 mètres de haut. Un matelas mousse et un seau pour les besoins. Il n'est jamais allé à l'école. Il ne sait ni lire ni compter. Il a 12 ans et il en paraît 8. Il mesure 1,30 m et pèse 30 kilos. Le couple qui vient de le découvrir est assommé par cette révélation. Et pas une seconde, ils ne se disent que ce gamin fabule. Ils le croient. Parce que sinon, le plus commode, c'était de le ramener à ses parents, juste à côté. Mais parce qu'ils le croient, ils appellent le commissariat d'Arpajon, la police, le début de cette affaire incroyable. Il s'exprimait bien, oui. Il parlait surtout de la police. Il attendait la police avec impatience. Et quand ils sont arrivés, il était à la maison, on était assis, il faisait une fête. Oh, les voilà, les voilà. Ah, cette fois, ils vont emmener maman, ils vont l'emmener. Il nous disait, il était très heureux. Parce qu'il nous a expliqué que sa maman lui trempait les 2 mains dans une casserole d'eau bouillante. Mais après, elle le soignait. Elle était très très calme, parlait très doucement, pas fort. Il devait être habitué à se taire, ce gamin. Il avait une dent cassée, il a dit ça c'est un coup de louche. Mais qu'il avait aussi un petit porte-monnaie avec... il a dit j'ai fauché ça. Il avait quelques pièces de 20 centimes et de 10 centimes pour acheter des petites voitures et un train électrique. Il aurait beaucoup envie d'un train électrique. Ce sont donc les policiers d'Arpajon qui les premiers entendent le récit du jeune David. Effarés, eux qui pourtant en ont vu d'autres. David, il veut bien raconter. Il a pu s'échapper parce que sa mère avait oublié de fermer le placard à clé. Et depuis quand t'es dans le placard ? Depuis que mes parents sont dans l'appartement. Dans l'appartement d'avant, il le mettait dans la salle de bain, ligoté. Et quand il le sortait, c'était pour le battre. Et tout le temps, on l'a nourri de reste, dans une gamelle. Un martyr. Un martyr. Et elle s'appelle comment, ta maman ? Françoise. Françoise Bisson. Et ton papa ? C'est pas mon papa. C'est mon beau-père. Il s'appelle Claude Chevet.
jour même, ils sont arrêtés et incarcérés à Fleury-Mérogis. Et lui, pour l'instant, il va dans un foyer. Il a encore beaucoup de choses à raconter. Beaucoup. On de Lattre raconte sur Europe 1. Et les parents, c'est l'autre effarement de cette enquête. Les parents, enfin la mère et le beau-père. Ça n'était pas des marginaux. Ils travaillaient tous les deux. Ils avaient des amis qui venaient dîner à la maison. Ils avaient l'air parfaitement normaux. Mieux, ils avaient un autre enfant, Laurent, 2 ans de moins. Son demi-frère, donc le fils que sa mère a eu avec son beau-père. Et lui, Laurent, il avait une vie presque normale, une chambre à lui, il allait à l'école, il mangeait à table, il avait des copains qui venaient parfois jouer à la maison. 2 enfants, 2 destins. Quand on interroge les voisins, qui sont un peu gênés, mais sincères, ils ne se sont aperçus de rien. Mieux, la voisine du dessus était amie avec la mère. Elle n'a jamais rien vu, jamais rien entendu, jamais rien soupçonné. On s'entendait bien. Elle était gentille, elle aimait tous les enfants, et puis... je sais pas, c'est une fille qui était très douce, et j'arrive pas à comprendre qu'elle ait pu faire une chose comme ça. Pour moi, c'est pas pensable. En plus, le petit Laurent est un enfant très bien, qui ne paraissait pas surexcité ou qui avait peur de sa mère, parce qu'on se voyait, on faisait nos courses ensemble. Si un enfant était malade, quand Laurent était malade, je suis descendue lui donner son suppositoire, le surveiller. Je suis même descendue un peu l'aider quand elle était fatiguée, elle. Je n'ai jamais rien vu. Hein. Je sais, quand ils sont partis au sport d'hiver, le commissaire m'a dit comme ça que l'enfant était resté 1 semaine. Pour moi, jamais, ni un voisin ni moi, on n'a rien entendu. Mon fils et ma fille et d'autres petits copains allaient s'amuser, jamais ils n'ont rien vu. Moi, je voudrais lui demander pourquoi elle a fait ça. Je comprends pas que pendant 1 an et demi, j'ai pu être amie avec un monstre. L'enquête révèle que David est rejeté dès sa naissance, et même avant sa naissance, quand Françoise Bisson est enceinte. Elle est hôtesse à la compagnie des wagons-lits sur le train Paris-Nantes. Elle ne prend pas de congé maternité. Elle travaille jusqu'au bout et elle accouche pendant son service, par hasard, à Angers. Et après, elle reprend le boulot tout de suite. Pas de place, pas de temps pour le petit David. Pendant 2 ans, elle le place en nourrice. Et elle ne récupère David qu'à la naissance de Laurent. Et évidemment, ça se passe mal. Évidemment, David la rejette. Il ne la connaît pas. Par exemple, quand il refuse de manger, elle le met à genoux pendant des heures, à 2 ans, sur une barre de fer. À cette époque, ils habitent un petit appartement à Neuilly-sur-Marne, un 2 pièces. Une seule chambre donc, dans laquelle ils dorment tous les 4, les parents dans un grand lit, les 2 enfants dans des lits superposés. Puis vient le moment où elle le fait dormir, David, dans le couloir. Et après, ce sera la salle de bain. Et finalement, le placard. C'est elle qui décide, mais lui, le beau-père, il ne dit rien. Il laisse faire.
Ah, il est gâté. Ah, il est bien habillé, il a des jouets pour Noël. Il va à l'école, il sait lire, il sait écrire. La vie d'un gamin comme les autres. À cette réserve près qu'à la maison, il a un demi-frère qu'on élève comme une bête. Europe 1, 10h30, 11h30, On de Latte raconte. Interrogé par les policiers, David donne tous les détails de son martyre. Et ça commence par le début, quand ils étaient encore à Neuilly-sur-Marne, dans un 2 pièces, et que David est passé du lit superposé au couloir, et du couloir à la salle de bain. Un petit matelas mousse collé contre la baignoire. C'est tout. Entre ses 3 ans et ses 10 ans, il est accroché en permanence au tuyau de la salle de bain. Et il assiste à la toilette de tout le reste de la famille. Les bains moussants et fumants de son frère Laurent. Il est au pied de la baignoire, il est attaché au tuyau et il regarde. Lui qui n'a droit qu'à l'eau froide et à quelques coups de pommeau de douche, le dernier coup lui a cassé une dent. Mais quand c'est son père et sa mère qui viennent prendre leur bain, il tourne la tête, leur nudité le gêne. Et eux se savonnent lentement. C'est ahurissant. Il vit là, il dort là, il mange là, il ne sort jamais. Mais il entend, derrière la porte, la radio et la télévision. C'est son unique distraction. Assis dans le noir, il écoute la télé pendant des heures. C'est tout ce qui le relie au monde, parce qu'elles sont longues, les journées dans la salle de bain, quand Laurent est à l'école et que les parents sont au travail. Rien à écouter, rien à voir. Seul, face à soi-même. Avec en point de mire la petite fenêtre de la salle de bain. Comme il est attaché, il n'y a pas accès, mais il a appris à reconnaître la couleur des voitures qui passent dans la rue par le reflet qu'elles font sur le mur. C'est pas grand-chose, sa vie. C'est pas grand-chose. Et quand elle rentre, c'est pire. Tous les jours, elle invente quelque chose pour l'humilier, pour le rendre fou. La nourriture, par exemple. La pitance. Elle lui amène dans une gamelle des restes, comme un chien. Et elle décide du temps qu'il doit mettre pour finir la gamelle. T'as 5 minutes. Si c'est trop long, il prend des coups. Et comme c'est toujours trop long, parce que c'est immangeable, elle se met dans des états de fureur et de rage. Il la déteste. Il la déteste. C'est important de le dire. Pendant toutes ces années, il l'a toujours détestée. Occuper ses longues journées sur le carrelage de la salle de bain, David a une idée. Il garde les pépins de pommes et les peaux des oranges. Et quand sa mère est partie, il joue avec. Et quand elle le découvre, elle lui fracasse la tête. Et après, de l'autre côté de la porte, il entend Laurent qui joue aux petites voitures.
Un jour, David doit avoir dans les 4 ou 5 ans. Elle lui donne une pomme et elle trouve qu'il ne la mange pas assez vite. Alors elle met de l'eau bouillante dans le bidet et elle lui plonge les mains dedans de force et elle les y maintient. Et il est brûlé, bien sûr, sans doute au 2e ou plus sûrement au 3e degré. Mais comment le savoir? Elle appelle pas le médecin, bien sûr. Elle lui met de la gaze pendant quelque temps. Et ça a mal cicatrisé. Et c'est pour ça qu'il a les mains palmées, de la peau entre les doigts. David raconte aussi une scène qu'il situe vers l'âge de 9 ans. Mais il n'en sait rien, on n'a jamais fêté son anniversaire. Vers 9 ans, donc, il change de place. Sa mère le sort de la salle de bain et l'attache au pied de son lit, avec une chaîne. Elle ne donne aucune explication. Mais maintenant, pour ses besoins, il a juste un pot de chambre. Mais attention, interdit de s'en servir quand elle n'est pas là. Il ne doit faire ses besoins que quand elle est là. C'est comme ça. Et évidemment, il y a des jours où il ne tient pas. Dans ces cas-là, quand elle rentre, il est sous le lit. S'il le pouvait, il passerait sous le parquet. Il la déteste. Il la déteste. Christophe Ondelat revient dans un instant sur Europe 1. David Bisson a raconté son histoire dans un livre, L'enfant derrière la porte, sorti en 1995. Et comme jusqu'ici, je ne vous ai raconté que des horreurs, et que franchement, j'ai pas tellement envie d'en rajouter, je voulais vous raconter quelques moments heureux, parce qu'il y en a eu, et que sans doute, il s'est accroché à ça pour survivre. Par exemple, le souvenir fugace du temps où il vivait chez sa nourrice. Et pourtant, il avait moins de 3 ans. Avant 3 ans, les souvenirs, c'est pas évident. Eh bien, lui se souvient par exemple d'avoir vu la mer. Puisque sa nourrice était en Normandie. C'est flou, c'est imprécis, mais il a vu la mer. Il en est sûr. David raconte aussi une étrange journée. Sa mère l'a sorti de l'appartement. C'est d'autant plus étrange que le matin même, elle voulait carrément l'enfermer dans la cave. Et lui, il a hurlé, il voulait pas y aller, pas dans le noir, pas dans le noir. Une autre fois, elle l'aurait massacré. Mais là, allez savoir pourquoi, elle l'a emmené dehors, en voiture, s'il vous plaît. Et lui, les yeux grands ouverts, les immeubles, les maisons, les magasins, les voitures, les gens, il n'a jamais rien vu de tout ça. Du monde, il ne connaît que les bruits des voitures dans la rue et le son de la télé et de la radio. Et puis c'est tout. C'est un enfant sauvage qui découvre le monde civilisé. Et vous savez quoi? Il est tellement émerveillé qu'il commande tout à voix haute à sa maman. Il parle. Oh, regarde ci, oh, regarde ça, oh, regarde comme c'est beau. Il y a même un moment où elle rigole et elle l'invite à boire un verre dans un café. Mais après, elle le ramène dans le placard. Il y aura d'autres sorties pendant ces 10 années de martyr. Des parenthèses. Par exemple, quand, vers 9 ans, pense-t-il, sa mère l'a envoyé avec son frère tout un été chez sa grand-mère à la ferme. C'est là qu'il a découvert la liberté, les grands espaces, les jeux avec son frère Laurent. Mais là encore, il n'a rien dit. Il n'a pas lâché le morceau. Il n'a pas eu le courage. C'était la découverte du monde, le paradis. Ma grand-mère m'emmenait sur son Solex. J'étais vraiment bien chez elle. Le matin, je me réveillais avec un rayon de soleil sur mon lit et le chant du coq. Et je lui disais que je voulais rester avec elle pour toujours, aller à l'école dans le village. J'espérais de toutes mes forces qu'il ne viendrait pas me chercher et que je resterais là,
À certains moments, j'avais très envie de tout lui raconter, mais j'avais peur qu'elle ne me croie pas ou qu'elle me prenne pour un fou. À la fin de l'été, David retourne à sa captivité. Quand on lui demande s'il a d'autres bons souvenirs, il parle aussi d'un séjour à l'hôpital, quand à un moment donné, sa mère veut le faire soigner pour ses mains palmées. Alors que je vous rappelle que c'est elle qui lui a fait tremper les mains dans l'eau bouillante et que c'est à cause des brûlures mal cicatrisées qu'il a les mains palmées. Mais d'un coup, elle veut le faire soigner. Alors elle l'amène à l'hôpital et elle baratine les médecins parce qu'il en faut du baratin pour ne pas attirer la suspicion quand on amène un enfant dans cet état-là. Elle ne sait pas évidemment le bonheur qu'elle va lui procurer. Le bonheur d'être bien traitée. Tout simplement. La gentillesse des infirmières et des aides-soignantes, la liberté de circuler dans les couloirs de l'hôpital. Rien que ça. Mais pour lui, c'est énorme. Et tant pis si à la fin, on ne l'opère pas des mains parce que c'est compliqué, parce qu'il faudrait une greffe de peau, parce que... Tant pis. Ce qui est pris est pris. Ces 4 semaines de bonheur à l'hôpital, il ne les oubliera jamais. Ondelat raconte sur Europe 1. J'en étais à vous raconter les quelques moments de bonheur qu'a pu vivre David dans son enfance massacrée. Ces moments, il les raconte dans son livre, publié en 1995, quand il avait 25 ans, « L'enfant derrière la porte ». Ces moments-là, par exemple, quand son frère Laurent et son beau-père Claude lui accordaient quelques moments de répit. Dès que la mère avait tourné le dos, une sorte de liberté conditionnelle, le mercredi après-midi, par exemple. Laurent venait ouvrir le placard et il pouvait sortir un peu dans l'appartement et même regarder avec son frère la télévision. Quant à Claude, le beau-père, de temps en temps quand elle n'était pas là, il le sortait du placard et il déjeunait avec lui, à table, avec une fourchette et un couteau, de vrais plats. Mais quand c'est fini, bien sûr, il le remet dans la salle de bain ou dans le placard. Généreux, mais pas au point de l'affronter. Lâche, autrement dit. Lâche. Dans les bons souvenirs de David, il y en a un qui va vous faire sourire. C'était un peu avant Noël. David a demandé à son frère de lui glisser sous la porte du placard le catalogue des jouets. Et Laurent l'a fait. Et il a passé des heures avec le peu de lumière qui passe sous la porte à en tourner les pages, une par une, jusqu'à la fin. Et puis tout reprendre au début. Pendant des heures, il s'émerveille du monde inconnu des jouets. Parce qu'à Noël, il entendra son frère ouvrir les cadeaux. Lui se contentera des restes de bûches. Avant l'évasion de ses 12 ans, qui révélera son martyre à toute la France, il a déjà essayé de s'évader. Il le raconte dans son livre. Ce fut vraiment une force phénoménale qui me poussa dehors. J'étais attaché avec une laisse de chien en cuir vert à une chaîne fermée avec un cadenas et accroché au lit. La fenêtre de la chambre était ouverte et ma mère était partie faire des courses. J'avais trouvé un couteau dans la table de nuit. J'ai coupé le cuir de la laisse. Je crois que j'ai pris les draps, que je les ai suspendus à la rambarde de la fenêtre. J'ai sauté sur le toit du garage en dessous. J'ai cassé des tuiles. Ma jambe droite est passée au travers. Je suis tombé sur le toit. J'avais le crâne ouvert et une entorse. J'ai couru en boitant avec du sang qui coulait partout. Un monsieur avec son chien m'a vu. Il a appelé un couple qui se promenait et tous les trois m'ont emmené au commissariat de Neuilly-sur-Marne. Là,
On m'a demandé mon nom, où j'habitais. Je ne savais rien. En tout cas, je n'ai rien dit. Alors ils m'ont emmené à l'hôpital. Je ne sais pas comment ma mère a été prévenue. Elle est venue le soir même. Elle m'a porté des petits soldats. David est resté 1 mois à l'hôpital. Il aurait eu tout le loisir de tout raconter aux infirmières. C'était l'endroit et le moment idéal. Il l'a pas fait. Au contraire, il allait tous les jours dans le bureau des infirmières pour lui téléphoner. À sa maman, à son bourreau. Et quand elle décrochait, il ne disait rien. Et elle s'énervait, elle vitupérait. Et pour lui, c'était le signe qu'elle était toujours vivante. Point à la ligne. C'est après ce séjour à l'hôpital que les parents de David déménagent à Brétigny-sur-Orge, dans un plus bel appartement, plus grand. Parce que, ôtez-vous définitivement de l'idée que les parents sont de pauvres gens. Ils ont une supérette. Lui, c'est le patron, elle, la chef caissière. On n'est pas dans le quart-monde. Ça serait trop simple. Et c'est dans cet appartement, plus grand, plus confortable, que David va écoper du placard. Je suis au bout de cette histoire, mais je vous rassure, il va y avoir un procès. Maintenant que David est sorti, ils vont payer l'addition. Tous les deux. Elle surtout, mais lui. Il n'y a pas de raison qu'il passe à travers. Ils sont passibles de la cour d'assises, et je préfère vous le dire tout de suite, vous ne comprendrez pas la peine. On de Lattre raconte sur Europe 1. Europe 1. On de Lattre raconte. C'est une histoire difficile que je vous ai racontée aujourd'hui. Celle de David Bisson, ce petit garçon de 12 ans qu'on a retrouvé un jour d'été 1982, blotti dans un jardin de Brétigny-sur-Orge, au sud de Paris. Il venait de s'évader d'un placard où sa mère le maintenait enfermé depuis plus d'1 an. Et avant, elle l'avait enchaîné au pied du lit. Et encore avant, attaché pendant des années à un tuyau dans la salle de bain. Je vous ai raconté les humiliations, les brutalités, les tortures même qu'elle lui a infligées pendant des années. Il est donc temps de la juger, elle, Françoise Bisson, et avec elle son mari Claude Chevet, qui n'est pas le père de David, mais qui a laissé faire, qui n'a rien dit, qui a été lâche. Quand le procès débute devant la cour d'assises d'Évry, dans l'Essonne, ça fait 2 ans qu'ils sont incarcérés à Fleury-Mérogis. Ils sont jugés pour séquestration, maltraitance, privation de soins, coups et blessures volontaires. Un procès d'assises commence toujours par la lecture de l'acte d'accusation. Celui de Françoise Bisson et de Claude Chevet donne froid dans le dos. Il retrace le calvaire de David et il n'y est question que de brûlures à l'eau bouillante, de coups de ceinture, de punition d'un autre âge pour en arriver à l'épisode du placard. Pendant tout le récit du martyre de son fils, Françoise Bisson, tête baissée, ne bronche pas. Son visage tourmenté laisse pourtant percer une indiscutable émotion à l'audition de ce passé douloureux. Une émotion qui transparaît à nouveau lorsque Françoise Bisson évoque son propre passé qui, curieusement, ressemble d'une certaine façon à celui de David. Né d'un père inconnu, élevé dans une ferme normande par une mère qui la maltraitait, l'enfance de Françoise Bisson est jalonnée de fugues, de placements par le juge des enfants et d'employeurs successifs dont certains abusent d'elle. Pour Françoise Bisson, le salut, c'est la montée à Paris, une manière pour elle de fuir son milieu, sa famille qu'elle rejette. Les experts s'accordent d'ailleurs à reconnaître que cette volonté farouche de s'en sortir a guidé pratiquement toute la vie de cette petite femme blonde à la personnalité pour le moins perturbée. On n'est pas surpris, bien sûr, de découvrir qu'elle aussi en a bavé enfant. Ah, c'est toujours comme ça, toujours. Son thermomètre de l'affect était déréglé, elle ne savait pas être mère. Les psychiatres parlent d'un déficit d'amour-propre pour expliquer ce qu'elle a fait endurer à son fils David. Il serait la part d'elle-même qu'elle n'aimait pas. Au 2e jour, David et Laurent, ses 2 enfants, viennent témoigner, à huis clos, en l'absence de leurs parents, pour qu'ils puissent parler librement. Et librement, ils disent tous les deux,
qu'ils espèrent que leur mère n'ira pas en prison, qu'ils voudraient tous les deux que leurs parents sortent pour pouvoir continuer leur vie avec eux. David, dont les experts s'accordent à dire qu'il est surdoué, explique qu'il voudrait pouvoir goûter au bonheur simple de la vie de famille. Il veut encore grappiller de petits moments de bonheur, encore et toujours. C'est difficile à comprendre, je sais, mais c'est ainsi. Et ça prouve que tout est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense dans ce genre d'affaires. Restons spectateurs de cela. Ne soyons pas juges. L'avocat général réclame 10 ans pour tous les deux. Ils en prennent 7, tous les deux, à égalité. Depuis, la mère est sortie, bien sûr, et elle est morte juste après. David a tenté de se reconstruire avec l'aide d'un psychiatre, le même qui le suit depuis ses 12 ans. Il s'est marié avec une femme qui est passée par la maltraitance elle aussi. Ils ont eu un enfant. Mais David n'a jamais pu travailler et il vit encore aujourd'hui de l'allocation adulte handicapé. Je vous recommande vraiment son livre qui vient de paraître en poche, L'enfant derrière la porte, qu'il a coécrit avec sa psychothérapeute. C'était On de la raconte. À demain, Christophe, 10h30. Vous remonterez le temps dans la France d'après-guerre, en 1948, pour nous parler de Marie-Louise Bouquiot, qu'on surnomma le monstre de Ménilmontant.